Pourquoi je me suis intéressé à la psychologie? Surtout, c'est la psychologie cognitive qui m'a intéressé. Euh, alors, il y a deux raisons. D'abord, il y a une critique de, de- d'une position anthropologique assez courante qui dit que la manière dont la nature, les animaux, les plantes, etc., sont conçus est complètement différente dans les différentes cultures. Euh, et alors, ce qui m'a beaucoup... Ça m'a toujours beaucoup étonné, ça, parce que je n'ai pas vraiment trouvé ça. Euh, mais aussi, les exemples qui sont donnés sont des exemples liés à ce qu'on pourrait appeler des représentations contre-intuitives, religieuses, etc. Mais et ce que j'essaye toujours de bien comprendre, c'est quelle est ce qu'on pourrait dire la cognition de base qui est implicite. Et alors, j'ai essayé de faire des, des études qui essaient d'approcher ce qui est très difficile en anthropologie, les connaissances implicites, en utilisant euh, des tests qui venaient de la psychologie sur les raisonnements, en passant par les raisonnements, en passant par de voir les connaissances qui étaient implicites. Et en effet, ce que j'ai trouvé, surtout sur les processus de vie des animaux, des gens, qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Ce que je pensais d'ailleurs, donc j'ai été confirmé dans mes opinions, mais c'est dangereux toujours parce qu'on cherche les données qui vont dans votre sens, mais beaucoup sur transmission, euh, la transmission en, de notions, si vous voulez, de génétique, et après, ce qui est appris, ce qui est, qui se développe sans apprentissage. Euh, alors j'ai été beaucoup intéressé sur les techniques, l'apprentissage des techniques, plutôt qu'un apprentissage qui passe par le discours. Parce que j'ai toujours été aussi très intéressé par les techniques implicites du corps, de, euh, de voir une espèce de méta-discours sur ça, sur l'apprentissage. Alors, les méthodes cognitives étaient assez bonnes pour essayer de voir quelles étaient les idées implicites sur l'apprentissage. L'apprentissage surtout des techniques, du tissage, du, de la culture, et aussi les connaissances implicites sur l'agriculture, sur les plantes. Euh, sur les animaux, je ne suis pas allé très loin parce que, comme je l'avais dit, ça ne les intéressait pas beaucoup. Euh, et alors, en utilisant des espèces d'histoires, de petites histoires qui demandaient des conclusions, voir qu'est-ce que les gens pensaient, aussi qu'est-ce qu'ils pensaient qui est transmis entre les parents et les enfants, et comment c'est transmis, et qu'est-ce qui est fixe, qu'est-ce qui n'est pas fixe. Euh, alors ça, c'était en partie en cri, pour savoir quoi faire du fait que les, les, euh, les gens à Madagascar parlent continuellement comme si tout était appris, comme s'il n'y avait rien d'instinctif. Et alors, sur le développement des enfants, et alors, beaucoup ce que j'ai trouvé en utilisant des expériences empruntées
à différents anthropologues cognitifs qu'en fait, ce qui avait été utilisé pour montrer des différentes manières de penser, de la transmission de personne à personne, d'apprentissage, sont souvent des espèces de, 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 de généralisation de deuxième ordre, de ce qui devrait être plutôt que de ce qui est. Et quand on utilise des méthodes expérimentales pour trouver les connaissances implicites, on trouve beaucoup moins de variations. Aussi, ça m'a beaucoup intéressé pour d'autres choses que, si vous voulez, c'est une critique des thèses fortement structuralistes sur la pensée et le corps, sur l'esprit et le corps. Si le même genre de distinction que nous faisons se retrouve, par exemple, chez les Malgaches, qui aurait été un exemple où ce qui est mental comparé à ce qui est corporel ne devrait pas exister, d'après beaucoup de ce qui a été écrit en anthropologie, j'ai retrouvé que ça ressemblait énormément à ce qu'on pense. En posant des questions, voilà, il y a toute une série de petits problèmes qui avaient été utilisés par une psychologue qui s'appelle Susan Carey, qui est à Harvard, pour suivre le développement cognitif. Et moi, j'ai utilisé pour autre chose. Alors, si on dit, si on demande à des gosses, par exemple, on raconte une histoire à propos d'un enfant qui est né de parents qui ont les cheveux bouclés, tandis que mais qui sont élevés par une famille où les gens ont les cheveux raides. Est-ce que vous croyez que l'enfant va avoir des cheveux bouclés? La réponse est à peu près ce qu'on retrouverait en France. Si vous leur demandez est-ce qu'ils sont élevés dans une famille où ils croient que les rats ont 37... la famille d'origine, on croit que les rats ont 40 dents, je ne sais plus si ça n'a pas d'importance. Et la famille qui les élève, ils croient que les rats ont 38 dents. Qu'est-ce que l'enfant va croire quand il a été adopté à la naissance? Et alors, en général, ils vous disent qu'ils croiront ce que les parents qui ont adopté croient. Donc, c'est pas du tout comme les cheveux bouclés. Donc, on peut voir des distinctions entre phénomènes du corps hérité, si vous voulez, phénomènes appris, et aussi les techniques, par exemple, dans la famille où l'enfant est né, ils ne savent pas bien tisser les chapeaux, ils ne savent pas du tout tisser les chapeaux. Dans la famille qui a adopté le gosse, ils savent très très bien faire. Est-ce que vous savez que le gosse saura tisser un chapeau ou pas? Et alors là, c'est assez intéressant, on a des résultats qui sont un peu entre le nombre de dents des rats ou le nombre ou si l'enfant est bouclé, mais toute une théorie sur ce qui est appris, ce qui n'est pas appris, etc., que je ne connaissais pas du tout, mais que j'ai découvert avec ces questions. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Et aussi, c'est une certaine manière de passer à travers le discours et d'aller vers la connaissance. Parce que j'ai été toujours très suspicieux d'anthropologie qui s'arrête au discours et de déduire
l'idée qu'on pourrait aller droit du discours à la connaissance. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai emprunté des expériences cognitives qui étaient utilisées pour beaucoup d'autres choses. Alors j'ai été aussi beaucoup intéressé par le développement des enfants, le développement des connaissances des enfants, du monde, de la parenté en particulier, parce que toutes ces questions aussi sont liées à la parenté. Et donc j'ai utilisé des théories comme ça. J'ai aussi des théories alors qui viennent sur la false belief task. Vous connaissez ça? C'est une... Il y a eu beaucoup d'intérêt en psychologie cognitive sur à quel âge les enfants attachent plus d'importance à ce qu'on leur dit qu'une connaissance plus directe. Et aussi à quel moment ils comprennent que ce qui est dit est l'opinion d'autres personnes. Ce n'est pas une question de vrai ou pas vrai. Alors, j'ai utilisé des expériences, par exemple, une expérience très classique en psychologie cognitive, parce qu'elle est supposée montrer un stade de développement cognitif des enfants. Alors, la manière dont je le faisais dans le village, c'est que on montre à des enfants 2 chapeaux, ces chapeaux partout, et on met sous un chapeau un bonbon, disons. Je ne crois pas que c'était un bonbon que j'utilisais. Et on demande à une personne de quitter la maison. Et à ce moment-là, on montre devant tout le monde qu'on change le bonbon d'un chapeau à l'autre. Et on demande à la personne qui est sortie de revenir. Et on demande à l'auditoire où est-ce qu'elle va chercher le bonbon. Et alors, dans les théories cognitives, c'est une théorie absolument classique sur la théorie de l'esprit, les enfants de moins de 3 ans disent la personne qui revient va chercher sous le chapeau où le bonbon a été mis. Et à 6-7 ans, disons, si on demande aux gens où est-ce que la personne va chercher, ou on demande à l'enfant plutôt, où est-ce que l'enfant va chercher le bonbon, ils diront il cherchera sous le chapeau où il a vu que ça a été mis. Vous comprenez la différence? Parce que... Et ça a l'air d'être un stade de changement cognitif très très important. C'est que alors, il y a toutes sortes de théories qui ont été développées là-dessus, mais qui suggéraient, ça a été, il y a eu beaucoup de changements qui ont eu lieu, que l'enfant avant l'âge de 3 ans ne comprend pas que les autres agissent en termes de leurs croyances. Donc, si on leur demande où est-ce que la personne va chercher, elle va chercher à l'endroit où le bonbon a été mis. Après, à 7-8 ans, ils se rendent compte que les gens agissent en termes de leurs croyances. Donc, ils ont une théorie de l'esprit, si vous voulez. Alors, j'ai essayé de faire ça. Ça donne à peu près le même résultat qu'en France ou au Japon. Mais c'est très intéressant pour penser, pour une manière d'approfondir, si vous voulez, les théories implicites de ce que c'est que d'être humain, d'avoir un esprit, d'avoir une théorie de l'esprit opposée d'une théorie de la personne, si vous voulez. C'est une manière d'explorer d'une manière plus profonde des choses sur lesquelles les anthropologues aiment bien bavarder sans avoir beaucoup
donné, disant il n'y a pas de différence entre pensée, entre esprit et, et corps. C'est une imposition cartésienne qui avait été imposée avant. Alors, c'est assez clair que c'est pas vrai en tout cas. C'est pas imposé du tout. Que les Malgaches comprenaient parfaitement la différence entre la notion qu'on peut croire quelque chose qui est faux, simplement parce qu'on n'a pas les données. Alors ça, c'est ce qui m'a intéressé. Puis aussi, alors, des trucs que j'ai trouvés qui m'ont très étonné, que j'ai rien fait avec, mais c'est intéressant, c'est que les enfants malgaches sont très en retard pour les différents stades de développement. Et que ça a l'air d'être très étroitement lié à la nutrition. Que le cerveau ne se développe pas, c'est très en retard. Dans les villages. Ça n'arrive pas du tout, mais alors ça c'est intéressant, mais ça j'ai pas développé ça, surtout parce que ça demanderait des études que je n'ai pas pu faire. Ça serait intéressant de savoir ça. Alors j'en ai parlé à des gens, je crois qu'ils n'ont jamais poursuivi ça, tandis que c'est... Je crois qu'une mauvaise nutrition, qui est le cas, vraiment ralentit le développement cognitif. C'est pas très étonnant, mais c'est même de pouvoir le documenter, c'est important. Voilà. Et d'une manière beaucoup plus générale, cet intérêt sur les connaissances implicites se lie avec beaucoup des positions théoriques que j'ai prises. C'est-à-dire que beaucoup de ce qu'on obtient quand on pose des questions en regardant le symbolisme, qui est souvent pris comme donnant accès aux connaissances des gens, est en fait compte, ça donne accès à des connaissances de deuxième degré. C'est-à-dire que les gens vous répondent parce que, pas qu'ils croient que les choses sont comme ça, mais que c'est un commentaire moral sur la moralité. Et si j'avais poursuivi plus loin dans cette direction, je crois que ça aurait été de plus en plus clair. Que donc, ça se pose une question sur la nature des données qu'on peut obtenir en vivant avec les gens, pour revenir aux choses dont on avait parlé avant, ou les réponses qu'ils vous donnent quand on pose des questions. Parce que ces questions, les réponses qu'on vous donne à des questions sont souvent des questions de ce qui devrait être. Donc, c'est un peu comme si on demandait est-ce qu'on doit dire, est-ce que les gens vous disent toujours la vérité? Un enfant pourrait très facilement répondre oui, mais ce qu'il voudrait dire par ça, c'est qu'ils veulent dire que c'est ça qu'ils devraient dire. C'est ça que la personne devrait faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, d'une certaine manière, c'est dire que le discours est beaucoup plus subtil que les anthropologues l'ont souvent considéré. Que l'attitude envers... ça se lie avec des théories linguistiques, que le sens de ce qui est dit est lié à l'attitude que la personne a envers les propositions. Donc on ne peut pas savoir les connaissances de quelqu'un en leur demandant de proposer quelque chose à propos du monde. Il faut savoir, si vous voulez, ce qu'ils considèrent est le statut de leur réponse. Alors, tout ça, c'est le genre de choses qui m'a intéressé beaucoup en psychologie cognitive.
Et, et la conclusion, c'est que les gens sont beaucoup plus subtils que ce que beaucoup d'anthropologues, surtout les anthropologues qui parlent en termes de culture, pensent. Parce qu'on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire culture. Est-ce que ça veut dire ce qu'on croit est, ou est-ce que... et comment on peut avoir accès à ça simplement en écoutant ce que les gens vous disent. Je crois que c'est souvent une question qu'avait posée, je trouve très intéressante, un anthropologue anglais qui s'appelle Gilbert Lewis, à propos des groupes en Nouvelle-Guinée où les gens vous disent les oiseaux ne meurent jamais. C'est assez courant, il paraît, en Nouvelle-Guinée. Comment est-ce qu'il faut prendre cette donnée? Alors, ça, c'est un peu lié avec ce que vous dites à propos des questions ontologiques. Qu'est-ce que ça veut dire s'ils vous disent ils ne meurent pas? Les oiseaux ne meurent pas. Alors, c'est tout à fait possible qu'ils ne savent pas que les oiseaux meurent. C'est peu probable. Mais aussi, c'est peut-être que la réponse à cette question est liée à des questions de ce qui devrait être, ou ça s'adresse à une question de quelle est vraiment la différence entre les oiseaux et les autres êtres vivants. On ne peut pas vraiment aller directement d'une proposition simplement telle que les oiseaux ne meurent pas. Alors ça, c'est des questions qui m'ont beaucoup intéressé. Et qui, probablement, au fond, c'est une hostilité instinctive à la notion de culture. Et les données qu'on peut utiliser pour proposer que tel est ce que les gens considèrent comme vrai. C'est lié à des questions philosophiques aussi. Voilà. Mais donc l'anthropologie finalement devrait, si on imagine un futur à la discipline, selon vous, elle ne peut pas se développer en dehors d'une psychologie ou des études. Alors il y a aussi une autre raison, c'est que je suis très attaché à une épistémologie qui est finalement naturaliste. J'essaie de ne jamais perdre de vue le fait que nous sommes tous la même espèce. Il n'y a pas tellement longtemps, nous avions des ancêtres en commun. Et que, donc, il n'est pas étonnant que notre esprit, comme notre corps, soit très proche dans les différentes familles qui, par l'accident de la géographie ou de la dispersion ou de l'histoire, se sont différenciés. Je me méfie beaucoup d'un fort culturalisme parce que finalement, ça a des implications absolument politiques et morales extrêmement dangereuses. Donc, j'ai une tendance qui va déjà à l'encontre de dire les Malgaches sont une espèce différente de nous. Et aussi, ça va complètement à l'encontre de mon expérience personnelle. Donc, alors ça va complètement à l'encontre de la tendance ontologique, si vous voulez, que je suis très suspicieux de la tendance ontologique. Et je vais être très très mal poli, je crois que c'est le produit d'une très mauvaise, d'une étude de terrain très superficielle.